Centre d'excellence de gouvernance en Afrique, CEGLA, et à tous les partenaires qui ont bien voulu participer pour l'organisation de ce colloque international. Parce que sans nul doute, nous savons que la thématique de ce colloque international est d'actualité pour nous, le Mali, pour les pays du Sahel. Et c'est vraiment venu à point nommé pour que tous les spécialistes la matière puissent réfléchir et essayer de trouver des solutions, de faire des propositions aux autorités compétentes. Donc sur ce, notre communication porte sur les défis de la bonne gouvernance locale dans un contexte de fragilité au Mali. Comme vous le savez, ça fait près d'une dizaine d'années, le Mali quand même est dans une crise politico-socio-sécuritaire que nous vivons et qui pose problème, qui empêche vraiment d'assurer une bonne gouvernance locale. Puisque la gouvernance locale, la décentralisation dont on parle, est prônée dans la Constitution du 22 septembre 1960, dans la Constitution du 2 juin 1974 et dans la Constitution du 25 février 1992. Mais comme nous savons qu'elle n'a été opérationnelle qu'en 2019 avec les premières élections communales qui ont été organisées, mais que les premiers textes de 1993 ont posé les jalons qui ont été annulés et remplacés par les lois 02017 et 051 et 052 2017 du 2 octobre 2017. Donc ça, c'est les textes qui régissent la libre administration des collectivités et le code des collectivités territoriales en République du Mali. Parce que les collectivités territoriales, précisent ces textes, ont pour mission la conception, la programmation, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des actions de développement économique, social, culturel, d'intérêt régional, local et communal. Donc nous sommes dans ce processus et notre communication porte sur ce processus, comment assurer la gouvernance locale dans un contexte de fragilité, dans ces difficultés, comment on peut assurer cette gouvernance. Donc nous allons parler un peu, voir les défis, les contraintes qui empêchent la gouvernance locale et vers la fin, nous allons dégager des pistes, de faire des propositions. Alors donc, comme je l'ai dit, en 2012, le Mali a connu la plus grave crise politique, sociale et sécuritaire de son histoire, marquée par l'occupation d'à peu près des 2 tiers du territoire par des groupes terroristes et djihadistes arrivés de tous bords. Entre autres, il y a Al-Qaïda au Maghreb islamique, l'AQMI, il y a le Moujaou, les mouvements pour l'unicité et le djihadisme en Afrique de l'Ouest, en Sardine, etc. Donc ces groupes djihadistes ont occupé près des 2 tiers du territoire, ce qui a mis le pays dans le marasme économique, dans le désespoir, l'amertume et la mauvaise gestion. Alors, ce n'est pas ce que le peuple brave du Mali souhaitait. Le peuple brave du Mali souhaitait quand même avoir une gouvernance pour assurer un développement intégral, instaurer un climat de démocratie, de citoyenneté. Mais tel n'a pas été le cas. Alors, donc, cette situation qui a plongé le Mali dans la gabegie a fait que le peuple malien n'a pas pu avoir la gouvernance tant souhaitée. Maintenant, avant de commencer la communication, nous allons expliquer un peu le phénomène de la fragilité. Parce qu'on a dit que c'est la fragilité. La fragilité, c'est quoi? On peut dire que dans ce contexte actuel, marqué par la décentralisation et la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, qu'un État est faible quand il est dans l'impossibilité, un État est fragile quand il est dans l'impossibilité d'assumer pleinement ses missions régaliennes. C'est-à-dire de pouvoir assumer avec responsabilité le fonctionnement normal des institutions, la gouvernance locale, administrative et financière, le contrôle de la justice, la gestion du service public, la gestion des services sociaux de base et la sécurité sur le territoire national. Donc la fragilité explique que toutes ces missions ne sont remplies que dans une moindre mesure, ce qui amène à la conclusion qu'un État fragile ne peut exercer une bonne gouvernance. Aussi, pour ajuster exactement le contexte réel, il est nécessaire de décrire le concept et la réalité de la fragilité. Il faut le décrire. Nous allons décrire le concept de la fragilité aussi précisément que possible pour le cas du Mali où on peut observer les phénomènes suivants. D'abord, la récurrence de menaces et crimes contre les élus et les chefs traditionnels, surtout dans le Massina de la région de Mopti. Les attaques ciblées contre les représentants de l'État, les sous-préfets, préfets, gouverneurs. La désertion des représentants de l'État dans les circonscriptions administratives et des maires au niveau des collectivités territoriales. La fermeture de plus en plus fréquente des écoles exposant les élèves et les jeunes aux doctrines de radicalisation. La perturbation sérieuse de l'activité économique. L'aménagement de la capacité de déploiement du service public
des collectivités territoriales envers les citoyens, le risque d'utilisation du mécontentement populaire par les forces de radicalisation, l'absence de la justice, de la police et des forces militaires et de l'armée, le manque de contrôle des régions sur la périphérie du territoire national, les attaques violentes contre la population non empêchées par l'État, la position des chefs de guerre ou d'autres institutions tribales offrant moins de protection souvent espérée par la population, l'absence de sécurité juridique, la corruption à tous les niveaux, la diminution du produit national brut par habitant et enfin la menace constante des pénuries alimentaires et la famine. Aussi, nous constatons avec l'infiltration des bandits, des rebelles, des islamistes et des djihadistes qui est incessante. Les maires se plaignent de la perte croissante de la cohésion sociale dans les communautés. La confiance mutuelle est détruite, d'autant plus que certains membres des communautés ont accordé l'accès au village des bandits. La peur d'une vengeance en cas de dénonciation règne. Les jeunes chômeurs se conduisent souvent comme des bandits. Ils sont connus dans le village et y vivent en partie. Le résultat est un pessimisme général et un fatalisme, en particulier parmi les élus. Ils ignorent souvent les détails des accords de paix d'Alger, n'ont pas confiance dans les mesures annoncées par le gouvernement pour rétablir la souveraineté de l'État dans les zones abandonnées. Il y a peu d'espoir quant au succès militaire des soldats maliens et étrangers. Ensuite, ces observations qui sont faites à un niveau local sont confirmées par des faits au niveau national. L'État du Mali perd de plus en plus de territoire. Les personnes qui ont fui les djihadistes en Irak et en Syrie déplacent le pouvoir du nord au sud de l'Afrique, équipés de moyens financiers et militaires importants, leur permettant de pénétrer dans ces zones qui connaissent une faible présence de l'État. Pour cette raison, le concept de fragilité doit être complété par le concept de la fragmentation. En plus des zones normales, les communes districts et régions, mais avec une faible présence étatique, il existe des zones sans aucune présence étatique. Ces territoires sont fragmentés en eux-mêmes et les cartes de cette fragmentation sont en pleine mutation et changent de semaine en semaine. Autre aspect, les attaques contre les forces de défense maliennes et étrangères. On assiste à des attaques persistantes perpétrées par des groupes d'affiliation extrémistes et asymétriques contre les forces de défense et de sécurité maliennes et de l'aménagement. De plus, la situation présente un risque d'embrasement des autres parties du pays. Les attaques s'étant étendues dans des régions jusqu'alors sûres, notamment dans le centre, l'ouest et le sud du Mali, et le long de la frontière avec le Burkina Faso, le Niger, la Côte d'Ivoire et la Mauritanie. Donc, il apparaît que c'est les attaques envers les forces maliennes de défense et de sécurité et de l'aménagement dénotent de l'activisme des groupes terroristes et constituent un obstacle majeur à l'application de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. En outre, le risque d'embrasement du conflit initialement localisé dans le nord vers les autres parties du pays constitue un nouveau développement du conflit malien. Les délais prévus en cascade prévus par l'accord concernant le processus de désarmement n'ont pas été respectés. Néanmoins, avec l'identification d'un nombre limite des sites, quelques avancées sont perceptibles. Les parties avaient eu des difficultés à surmonter leurs divergences sur l'interprétation de l'accord préliminaire et sur l'inclusion dans le processus des groupes qui ont adhéré, à savoir le mouvement arabe de l'Azawad et la coordination des mouvements et forces patriotiques de résistance, c'est MPFR, membre des deux grands mouvements de la CMA et de la plateforme. C'est ainsi que le 14 mars 2014, le gouvernement et les groupes armés, à l'exception du MNLA, se sont mis d'accord sur les moyens de mettre en œuvre les modalités opérationnelles de cantonnement arrêté le 18 février 1914. Une douzaine de sites de cantonnement avaient été identifiés dans les 3 régions du Nord et des actions avaient même été engagées courant avril-mai 2014. Mais nous savons que le processus de désarmement, démobilisation et l'intégration constitue un préalable à tout processus de paix. Donc cette étape devrait suivre immédiatement après la signature de paix, dont le processus lui-même a pris un peu de retard. Autres aspects, nous avons la fragmentation des groupes armés. Le Nord Mali glisse vers une fragmentation complexe en raison de la multiplication des groupes armés. De nombreux groupes armés opèrent comme des entités politiques et paramilitaires dans le nord du Mali. Certains ont des affiliations tribales ou régionales directes, tandis que d'autres sont multi-ethniques. Beaucoup de ces organisations entretiennent des relations formelles et informelles qui se caractérisent par des coalitions, des éclatements internes
ainsi que par le chevauchement du lien historique. Certains de ces groupes sont actifs depuis des années. Alors, cette fragmentation perpétuelle, dictée par les intérêts en présence, entraîne un phénomène de cycle de rébellion et une pérennisation des revendications préjudiciables au processus de paix au Mali et à la bonne gouvernance locale. Le défi du rétablissement de l'autorité de l'État. Les problèmes de sécurité persistants et le refus de certains groupes signataires d'accepter la présence de l'administration dans certaines régions empêchent le redéploiement intégral des fonctionnaires dans les régions septentrionales. Le rétablissement de l'autorité de l'État dans les régions du Nord est conditionné non seulement par la sécurisation de ces régions, mais aussi par l'acceptation de la présence de l'État dans les zones toujours occupées par les groupes armés qui constituent toujours un défi. C'est ainsi qu'il convient de constater que jusqu'à présent, l'autorité de l'État n'est pas totalement parvenue à être étendue sur tout le territoire malien, notamment dans les régions du Nord, Gao, Tombouctou, Kidal, Taoudeni et Menaka. Cette situation affecte négativement la crédibilité et la légitimité de l'État. En ce sens, il ne peut y assurer ses missions de service public, assurer la protection des populations, des biens et des personnes, et assurer la fourniture du service public. Donc, cette incapacité de l'État accroît la méfiance des populations vis-à-vis non seulement de celui-ci, mais aussi du rôle des forces étrangères présentes dans cette partie du nord du pays, notamment les forces françaises, Barkhane et la MINUSMA. L'accès humanitaire est resté problématique, ce qui a eu une incidence sur la fourniture et l'assistance, en particulier dans les régions de Gao et Tombouctou, où les mouvements de personnel et de produits humanitaires se sont trouvés restreints. Le mauvais état des routes pendant la saison des pluies et les dégâts subis sur les pistes d'atterrissage de Kidal et de Menaka ont également nuit à l'acheminement de l'aide humanitaire. Voilà. Donc, c'est ainsi que les collectivités territoriales éprouvent d'énormes difficultés pour la gestion des affaires locales. Les représentants de l'État n'ont pas la possibilité de procéder aux missions de contrôle, d'inspection. Les maires et les représentants de l'État sont souvent victimes d'enlèvement ou d'assassinat. Les fonctionnaires ne sont pas à leur poste, leur vie étant en danger. Il y a également la détérioration des conditions de vie des Maliens. Depuis son indépendance en 1960, le Mali a connu une transformation sociale spectaculaire qui s'est accompagnée d'importantes difficultés politiques, sociales et environnementales, malgré une baisse de la pauvreté dans l'ensemble du pays. Ensuite, d'autres aspects, les conflits interethniques. Les conflits communautaires éclatent dans les régions en conflit, soit sur la base des vols, notamment de bétail, soit à cause des prétentions aux frontières. Ces conflits ravivent la haine ethnique et mettent les communautés à s'entre-déchirer. Des cas d'illustration ont été mentionnés dans le rapport du secrétaire général des Nations Unies sur la situation sécuritaire au Mali du 22 septembre 2015, qui évoque tous les cas typiques dans les régions de Gao, Mopti, Tombouctou pour les mois de juin-juillet 2015. Tendance à l'accord, à l'instauration d'un climat de confiance entre les signataires de l'accord. Au vu des évolutions récentes, un relatif climat de confiance tend à s'instaurer entre les parties signataires de l'accord, ce qui est positif pour le processus de paix au Mali, mais nécessite néanmoins un dialogue franc et un respect des engagements mutuels. Par ailleurs, il y a des difficultés. Le processus de vulgarisation éprouve des difficultés. La modicité des moyens étant allouée, les spots télévisés et programmes radio confrontés à l'inéducation des langues utilisées et la faiblesse des rayons d'utilisation des radios. La portée limite des supports papier, des mouvements armés dans le processus de sensibilisation du gouvernement et la prise en compte insuffisante des déplacés et des réfugiés dans le processus. Au regard de tout ce qui précède, nous pouvons espérer sur le retour de la paix et la sécurité, gage du développement, de la bonne gouvernance, par la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, la sécurisation des régions du Nord et du Centre, la mise en place d'importants programmes et projets de développement, ce qui amène la création d'emplois évitant ainsi les jeunes djihadistes à l'infiltration djihadiste et aux doctrines de radicalisation, la dynamisation des rencontres communautaires, ainsi de suite. Je vous remercie de votre attention.